Donc voilà, je me présente, je suis Corinne Petitbon, je suis cadre social à la Fondation Santé Service. Et donc, Karine Ballac, je suis assistante sociale à la Fondation Santé Service et je suis aussi en charge de développer les soins de support et bien-être à la Fondation. Voilà, on développe déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui, ça prend forme. Alors, baluchonnage, relayage, le séjour de répit à la maison. On va parler plus précisément du baluchonnage, mais on va d'abord vous donner un peu le contexte. Donc, la Fondation Santé Service, juste quelques mots pour vous dire que la Fondation, elle a plusieurs services et établissements, que ce soit l'HAD avec à peu près 1900 patients par jour et évidemment beaucoup d'aidants, du médico-social avec des SIAD, un PSAD, c'est plutôt sanitaire d'ailleurs, des SIAD et une équipe spécialisée en Alzheimer, aussi un organisme de formation, un département recherche, du conseil et de la coopération internationale, de la solidarité. Voilà. Et dernièrement, actuellement en train de reprendre les HAD et les SIAD du groupe Clariane. C'est tout nouveau. Alors, juste quelques mots, mais pour le coup, rejoindre les études précédentes. Aujourd'hui, notre département recherche vient de faire une étude qui s'appelle Accolade et qui va être publiée incessamment sous peu, qui précise que, alors avec des diades, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la diade de 130 patients et aidants. Donc, les soignants au domicile ont remis le même questionnaire aux patients et aux aidants. Sur cette diade, on a 22% des aidants qui ont un état de santé perçu égal ou inférieur à celui des patients. C'est quand même pas rien. Sachant qu'ils sont 45% à souffrir d'une maladie chronique ou d'un handicap, en fait. L'âge de la population en HAD est quand même relativement élevé. Et là, sur cette diade, ce ne sont pas des jeunes aidants, ce sont des adultes. Ils sont presque aussi nombreux que les patients à déclarer une souffrance psychologique, 61% pour les aidants et 64% pour les patients. D'où l'intérêt de s'intéresser à cette population des aidants, sachant que la Fondation Santé Service, la spécificité, c'est le domicile. Alors, la Fondation Santé Service, depuis un grand nombre d'années, a déjà mis en place un groupe d'aide aux aidants pour réfléchir justement à la mise en place de soutien, d'aide à l'aidant, particulièrement à domicile. Ce groupe d'aide aux aidants est devenu le comité des aidants, qui est en lien avec la commission des usagers et qui, aujourd'hui, est piloté par le soin et par le social et qui est composé d'un certain nombre de membres d'équipes pluridisciplinaires, de représentants des usagers aussi, et j'espère bientôt d'aidants. En tout cas, on recueille leurs paroles. Donc, ce comité des aidants, il a notamment comme objectif d'identifier les aidants, de sensibiliser, j'irais jusqu'à dire plus que les soignants, c'est les professionnels de la Fondation Santé Service, et évidemment au-delà de ça, et de leur proposer des aides adaptées comme le répit. On sait bien qu'à domicile, les aidants sont épuisés et que le répit, ils le verbalisent ou pas, et parfois physiquement plus que oralement, mais en tout cas, les aidants ont vraiment besoin de ce répit. Voilà un petit peu tout ce qui est fait au niveau du projet de soutien aux aidants. Ce qu'il faut savoir aussi, je suis désolée, je parle dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi un axe prioritaire de la stratégie du projet stratégique d'établissement depuis des années. Alors, le répit, plusieurs accompagnements possibles. Il y a peu de répit gratuits. Donc, souvent, c'est un grand frein pour les aidants. Alors, c'est d'abord tout ce qui est évidemment USP, SSR, séjour hospitalier. De moins en moins, les séjours hospitaliers, ce n'est pas fait pour du répit. En EHPAD, ce n'est pas gratuit. En masse et femmes, il faut une orientation de la MDPH. Donc, c'est quelque chose qui doit se préparer en amont et qui demande un délai assez conséquent en fonction des départements. Au domicile, les auxiliaires de vie, les gardes malades, c'est du répit de courte durée. C'est aussi évidemment des orientations vers les plateformes de répit, on en parlait. Mais aujourd'hui, les personnes malades, jusqu'à présent, étaient peu concernées par les plateformes de répit. Donc, on faisait avec plutôt des orientations, alors vers JAD, bien évidemment, pour les jeunes aidants, et aussi vers les associations de proximité. Et on a évidemment à donner toutes les informations sur S'entraider, Malusol aidant, les associations d'aidants en général. Et au domicile, on a mis en place le baluchonnage, qui est un répit de plus longue durée.
Donc, le baluchonnage, en fait, il faut vraiment imaginer quelqu'un qui vient au domicile du patient et de l'aidant avec son baluchon sur l'épaule. C'est vraiment cette image-là, cette idée-là, et qui va remplacer, relayer l'aidant sur une période qui peut aller de 3 à 6 jours. Plus souvent une femme. Hein. C'est plus souvent une femme. Donc, la mise en place de ce dispositif, à la Fondation la propose depuis 2022. On rentre dans le cadre d'une expérimentation qui est portée par Baluchon France. Alors, pourquoi expérimentation? Parce que, comme je vous le disais, le baluchonneur ou la baluchonneuse, plus souvent, elle vient au domicile du patient et de l'aidant de 3 à 6 jours, 24 heures sur 24. Donc, au niveau du Code du travail et du droit du travail, on est obligé d'être dans une expérimentation pour l'instant. On espère que ça va pouvoir se pérenniser, mais pour l'instant, on est dans le cadre de l'expérimentation d'un point de vue vraiment législatif. Donc voilà, c'est un accompagnateur unique. C'est souvent des auxiliaires de vie qui ont une formation spécifique et supplémentaire pour faire du baluchonnage et pour pouvoir intervenir au domicile. Après, au niveau du coût, alors là, c'est les tarifs ont augmenté. Les tarifs ont augmenté. On a eu la surprise la semaine dernière de recevoir les nouveaux tarifs. Donc, on est plutôt à 850 € par 24 heures d'une intervention. Voilà. Donc, comment ça se passe le baluchonnage? En fait, nous, on va s'appuyer sur l'expertise de nos soignants et de tous les intervenants qui interviennent au domicile pour justement repérer ce besoin de répit de la part de l'aidant, donc qui peut être exprimé par l'aidant lui-même, par le patient ou vraiment sur de l'impalpable, entre guillemets, et peut-être des signaux d'alerte qui vont faire penser que l'aidant est épuisé et qu'à un moment donné, il a besoin d'être relayé. Bien évidemment, quand ce besoin il est exprimé, donc voilà, on s'assure du consentement à la fois de l'aidant, mais aussi du patient, parce qu'effectivement, on est vraiment sur ce duo, enfin c'est même un trio, hein, patient, aidant et puis baluchonneur. Donc du coup, après, il y a un travail d'organisation qui demande du temps et qui est un temps qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que on part sur du baluchonnage, puis on abandonne puis on revient, puis on repart, puis on recommence, voilà, parce qu'il y a ça provoque beaucoup de choses chez les dents, notamment cette culpabilité de laisser son proche. Est-ce que celui qui va être là va faire mieux que moi? Est-ce qu'il saura faire aussi bien que moi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant que je ne serai pas là? Donc du coup, ça demande vraiment, il y a un temps important de préparation. Donc ce temps-là, il est porté par le patient, par les dents, par les assistantes sociales et aussi par l'organisme qui propose le baluchonnage. Donc, c'est des associations d'auxiliaires de vie qui sont conventionnées avec l'organisme Baluchon France. Et on prend le temps nécessaire au domicile pour vraiment recenser tous les besoins et comprendre le mode de fonctionnement de ce duo patient-aidant, parce que vraiment, le baluchonneur, il va remplacer les dents. Donc, il a besoin de savoir des choses très pratiques. Où est rangée la vaisselle, où sont rangés les médicaments, où est la salle de bain, voilà, mais aussi quelles sont les habitudes de vie de l'aidant. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir calquer au mieux et de ne pas perturber le mode de vie du patient. Pardon. Et puis après, il y a toute la partie, effectivement, qui est beaucoup plus administrative avec le devis et la recherche du financement. Donc, pour répondre à la question, quand il y a des patients qui sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, on peut demander le forfait aidant qui ne va pas prendre en charge grand-chose, mais qui est toujours là. Il y a des mutuelles, des organismes de prévoyance ou des caisses de retraite qui peuvent participer aussi. De moins en moins, le constat est que de plus en plus, ils se retirent, mais quand même. Et après, c'est la Fondation Santé Service qui va financer le reste à charge. Donc, pour nos patients et nos aidants, il n'y a pas de coûts supplémentaires. En fait, tout est financé intégralement. Parce qu'on est vos patients. Pour les patients de les patients de la Fondation Santé Service. De la fait du médico-social. Du médico-social. Les SIAL, par exemple, ça peut se faire aussi dans le cadre du SIAL. Et puis après, bien évidemment, il y a un temps où on va présenter la personne qui va intervenir. Bien évidemment, à tout moment, tout le monde peut dire oui ou non. Finalement, ça ne marchera plus, ça va pas marcher, on ne va pas s'entendre, le projet n'est plus d'actualité. Voilà, on s'adapte en permanence à la temporalité et aux besoins de tout le monde. Bien évidemment,
On travaille aussi avec les soignants, les intervenants de la fondation, parce que pendant que le baluchonneur est là, tout ce qui est autour continue à intervenir. Donc les soins continuent. S'il y avait des auxiliaires de vie qui intervenaient pour des tâches spécifiques, elles continuent à intervenir. Voilà, on ne bouscule pas une organisation. Sur 3 à 6 jours, ça serait vraiment, il n'y aurait pas de bénéfice. Au niveau du service de baluchonnage, donc l'aidant s'en va. Alors l'aidant, quand il part, en fait, c'est souvent pour des raisons familiales, principalement du mariage, des nécessités sur des résidences secondaires. Il y a des choses qui sont un petit peu moins drôles aussi, souvent des raisons familiales, c'est des obsèques, des choses comme ça. Mais voilà, c'est globalement les principaux motifs de mise en place du baluchonnage. Mais il y a toujours le baluchonneur, il y a toujours un moyen de le joindre. Il y a un lien qui est permanent et qui peut être permanent. Le baluchonneur aussi tient un journal où elle va, alors la baluchonneuse va décrire voilà, tout ce qu'elle fait, tout ce qui se passe, toutes ses observations aussi, parce que des fois un regard neuf et un regard extérieur, ça peut donner des pistes, des idées. Des fois, il y a des choses qui ressortent qui sont assez rigolotes, notamment le cas d'une baluchonneuse qui avait fait du poisson au lait de coco au patient qui n'en avait jamais mangé. Le patient il avait des troubles un petit peu d'ordre neurologique, donc il s'est relevé la nuit pour demander du poisson coco. Mais voilà, c'était la révélation de ce séjour, il en demandait tout le temps. Mais du coup, c'est aussi intéressant parce que c'est dans l'échange, le partage. Voilà. Et puis, bien sûr, après, on a un temps d'évaluation de ce séjour, de cette prise en charge, savoir si tout le monde y a trouvé son compte, que ce soit le patient, l'aidant, le baluchonneur, et aussi nous, équipe d'hospitalisation à domicile, parce qu'on s'aperçoit aussi que l'aidant revient plus apaisé, qu'il a pu prendre du temps pour lui, en dehors de cette prise en charge. L'hospitalisation à domicile, c'est quand même très lourd. Hein. On a un peu un rouleau compresseur. On arrive avec nos livreurs, avec nos soignants, nos aides-soignants, les infirmières, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, vous confirmez. Voilà, donc déjà, plus la maladie, plus voilà, c'est tout lourd à porter. Donc c'est vrai que les retours sont positifs de partout et de toutes parts. Et il y a même des personnes qui ont fait le choix de renouveler l'expérience, que nous, on finance une fois. Il y a des patients, des familles, des aidants qui ont fait le choix de s'auto-financer et d'auto-financer un deuxième prise en charge en baluchonnage. Voilà, à tel point ça leur avait été bénéfique. Et dans ce cas, le reste à charge est de combien? Ça va vraiment dépendre en fait du forfait à passe, on l'a utilisé une fois ou pas, des caisses de retraite. Ça, c'est très variable. Ça peut être important. Ça peut être 840 € par jour. Surtout que si les institutions ont financé une fois, vous savez bien qu'elles ne sont pas très friandes de refinancer, de reparticiper, alors que c'est nécessaire, parce qu'on a été relayé une fois, que les besoins ne sont pas là. Mais il y a des gros restes à charge. Pardon? Oui. Chacun ses jours en Absolument. Ah bah oui, c'est pas les mêmes financements. C'est pas les mêmes financements. Et puis le patient reste dans son environnement. Voilà. Et tout à l'heure, vous disiez 3 à 6 jours. Sur quels critères ces 3 à 6 jours? Ça va dépendre du besoin. C'est déterminé par Baluchon France, en fait. Hein. C'est moins de 3 jours où ils n'appellent pas ça du baluchonnage, finalement. Maintenant, si on a un aidant qui nous demande 2 jours, on va mettre en place 2 jours. Par contre, plus de 6 jours, ça devient compliqué parce qu'il faut changer de baluchonnage. Et ce n'est pas le principe. Ouais, d'accord. Et voilà, ça dépend aussi de la raison et de l'absence de besoin, tout à fait. Donc, du coup, depuis 2022, on a mis en place effectivement 6 baluchonnages. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été dans les tuyaux. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup d'allées et venues. Là, on en a 3 en cours. Alors, sur les tours, en fait, on en a 5 en cours parce que voilà, finalement, on se désiste. Finalement, l'aidant, il dit non, mais je ne le sens pas. Il y a plein de raisons. Donc, en tout cas, 6 réalisés. C'est ce que je vous disais, un petit peu les motifs. Et le plus grand frein, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est la difficulté dans la réalisation et d'aller jusqu'au bout de cette mise en place. Parce que il y a bien sûr l'état de santé qui peut évoluer d'un jour à l'autre, parce que le baluchonnage, on le propose à tous les patients qui en charge, donc tout âge, toute pathologie. Donc, les états de santé, ils évoluent, il y a des hospitalisations, il y a des dégradations, il y a voilà. L'aidant qui lui-même peut avoir des problématiques de santé qui apparaissent, qui font qu'il ne peut plus s'absenter.
ou justement qui doivent s'absenter pour se faire opérer. On s'est posé la question avec une collègue il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on est vraiment dans ce temps très incertain et c'est le plus gros frein à la mise en place. Et les avantages, bon, là, ils sont multiples quand c'est mis en place. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien sûr maintenir l'environnement tout autour du patient. Bien sûr, offrir du répit à l'aidant et du répit sur plusieurs jours. Voilà, essentiellement. Voilà, sur la conclusion, donc, on parlait de 6 expériences réalisées, 6 expériences réussies. Je veux dire, à chaque fois, le bilan est très positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, 2 aidants ont renouvelé le séjour baluchonnage. Karine disait tout à l'heure, sur ceux qui sont en cours d'organisation, pour tout vous dire, il y a 3 jours justement demandés pour une épouse qui souhaite partir, parce qu'elle n'en peut plus. Un voyage en Italie pour un époux qui s'occupe de sa femme avec une sclérose en plaques depuis 30 ou 40 ans et qui ne s'est jamais octroyé un seul jour de congé, donc ce serait une première. 2 viennent d'être annulés. Un, parce que la patiente a été hospitalisée. C'est une jeune femme d'une 20aine d'années avec un polyhandicap. Alors là, l'intérêt, c'était aussi justement de voir comment on pouvait envisager un baluchonnage, parce qu'il y avait un frère de 17 ans qui est atteint de la même maladie, mais qui est encore relativement autonome. Donc, faire partir les dents, qui est la maman, c'était aussi savoir comment on pouvait organiser ce baluchonnage avec un jeune de 17 ans encore autonome, mais peut-être ayant besoin d'aide, et une jeune femme qui, elle, par contre, est complètement dépendante. Donc, voilà, ça devait se faire, et en fait, la jeune femme a été hospitalisée, et du coup, elle va partir en masse le temps du séjour de la maman, qui doit partir quelques jours, pour un mariage. Et surtout, et avant tout, je veux dire, c'est peu, mais ce n'était pas si évident que ça à mettre en place. Il faut vraiment, comme disait Karine, de la préparation. Il faut savoir aussi que finalement, on parlait de l'aidant qui part et qui laisse son aidé à la maison et qui, du coup, n'est pas tranquille, mais il abandonne sa maison aussi. Donc, c'est doublement difficile. Donc, du coup, il faut vraiment préparer ce baluchonnage. Mais même s'il y en a peu, aujourd'hui, les équipes soignantes sont de plus en plus informées de ce qu'on peut proposer et du coup, peuvent nous solliciter pour dire, tiens, pour Madame Dupont, j'ai pensé à un baluchonnage, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut l'envisager? C'est toujours discuté en RPP de toute façon. C'est en réunion pluriprofessionnelle, pardon. Voilà, c'est toujours discuté d'abord et avant tout en réunion et ensuite on peut le proposer, bien entendu. Voilà. Une question sur le profil des baluchonneuses. Ce sont souvent des auxiliaires de vie qui sont formés au baluchonnage. C'est ça, mais vous les motivez comment et qu'est-ce qu'elles perçoivent comme rémunération? Comment... Ça appelle à des services. Ouais, c'est ça. Elles passent par des prestataires. C'est pour des prestataires. Associations Elles sont formées au baluchonnage, elles sont souvent auxiliaires de vie. Alors après, je ne suis pas sûre qu'elles ne fassent que du baluchonnage parce que c'est pas, même en France, ce n'est pas encore quelque chose de très développé. Mais en tout cas, elles ont une formation spécifique. Ça peut être aussi des soignantes. Il y a des soignantes qui sont... Quelle est la différence avec ce qu'on appelle le bénévolat de répit, qui serait un peu l'équivalent, mais totalement bénévole? Je ne connais pas le bénévolat de répit. C'est pas la réponse. Le bénévolat de répit, il est sur plusieurs jours comme ça? Oui, alors j'en ai entendu parler, hein, mais ça n'a pas répondu, c'est pour ça que je posais la question. Mais... Ouais, bon, là, en tout cas, c'est très encadré. Il y a une formation spécifique. Il y a une question? Oui, je pense que les baluchonneurs ou baluchonneuses étaient invités à faire, parce qu'on remplace les dents, mais les dents aspirent, les dents changent, enfin, branchent la sostonomie, les dents changent, dans le sol. Donc, est-ce que on garde un peu la dossière de l'opinion, on garde l'HAD, et en fait, donc, les baluchonnages. Ce que les dents va faire, ouais. Justement, on va poser la question. Tout ça, c'est séparé. Soit la baluchonneuse a la capacité, le diplôme nécessaire pour faire ce genre de choses, elle le fait, et là, dans ce cas-là, on laisse pas faire. Sinon, là, dernièrement, justement, pour la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui a besoin justement de soins infirmiers que la maman faisait, dans ce cas-là, c'est l'équipe de l'HAD qui devait prendre le relais. Oui, mais elle est gentille, l'équipe d'HAD, parce qu'elle vient comme 1 ou 2 fois par jour. Bah là, elle vient un peu plus sur 3 à 6 jours. Ça se prépare. Ça se prépare. C'est en équipe, vraiment. Et du coup, vous avez passé combien de temps à préparer un projet?
en moyenne? Ça vous prend combien de temps? Alors, ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très vite, mais c'est variable, ça va vraiment dépendre de la famille, de sa capacité, du besoin, de sa capacité effectivement à lâcher son aidé, à lâcher son domicile. Donc ça peut être en 2-3 jours, on arrive à tout concentrer et c'est fait, comme ça peut prendre des semaines. C'est logique, en moyenne 15 jours. Il faut au moins 15 jours. Mais par exemple, pour un aidant qui devait partir à l'enterrement de son petit-fils, là, on était dans l'urgence. On l'a mis en place. Est-ce que les logements doivent présenter des conditions particulières d'accueil? Parce Il faut que les salariés de c'est des espaces. Il faut qu'il y ait la baluchonneuse puisse dormir, donc il faut qu'il y ait une chambre, la chambre. Ou même la chambre de l'aidant. La chambre de l'aidant. C'est pas la même que celle de l'aider. Voilà. Ouais. Et ça, il faut qu'il y ait. On partage le lit. Je partage. Il y a quand même des limites où c'était bien à ce que va faire la baluchonneuse, c'est ce que pourrait faire une épouse. Mais ceci étant, c'est une vraie question parce que moi, j'ai travaillé des semaines, voire je pense même des mois avec une famille pour mettre en place ce baluchonnage et l'épouse n'a jamais accepté que quelqu'un d'autre qu'elle puisse dormir dans son lit alors même que le patient n'y était pas. Et ça, on n'a jamais pu débloquer ce frein-là. Ça, je pense que ça dépend aussi des organisations. Si on est sur, par exemple, un besoin, un décès, un mariage. C'est impératif. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui ne ressemble pas vraiment au répit en soi. Enfin, oui. Non, mais, Oui. C'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Donc là, ça va. Le répit en soi, c'est effectivement l'épuisement et du coup la démarche est psychologiquement un peu différente. Elle est beaucoup plus difficile. Oui, C'est ça qui oui. C'est pas une démarche entre guillemets d'urgence. Enfin, est-ce que c'est une démarche Logiquement, non. Logiquement, parce qu'effectivement, Il faut vraiment préparer, il faut vraiment présenter la baluchonneuse. Je veux dire, il faut aussi vérifier que cette baluchonneuse, elle se sent bien dans cette maison avec le patient et vice-versa, que le patient se retrouve avec la baluchonneuse. Non, mais l'aidant qui doit être hospitalisé pour XY, tel qui apparaît. Alors, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ce soit une hospitalisation d'urgence. Alors, oui. C'est le même prix, 150 € que les nuits soient tranquilles, qu'il n'y ait pas jamais. Alors, ce sont des organismes d'auxiliaires de vie. Donc, d'un organisme à l'autre, nous, on fait toujours appel à ceux qui sont labellisés Baluchon France. Mais il peut y avoir des différences de tarifs. À nous de voir. Il y a un devis. On demande un devis. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez sur les bénévoles, il y a un cadre effectivement d'assurance, ça, effectivement, les bénévoles, moi j'ai du mal à voir comment en fait ils peuvent intervenir en étant sécurisés, sachant jusqu'où le verre, en tant que bénévole, c'est plus compliqué. Françoise. Je dirais juste, corriger, c'est toujours bien le forfait répit de 522 € par De la part. On l'a pas uniquement pour les personnages et domicile levé. C'est ce qu'on fait, oui. C'est ce qu'on fait. Oui. Mais c'est juste, Oui. c'est évidemment pas assez. Et peut-être aussi que c'est quand même coordonné, qu'on est à toutes les situations qui sont identifiées. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de répit. Parce qu'il y a du répit où on accueille, on considère que c'est du répit parce qu'on accueille la personne malade aidée. Et il y a des conceptions du répit qu'on appelle le répit actif, par exemple dans le projet de Noé Chabot dans la Fondation France Répit, où il y a une prise en charge, généralement, il y a une prise en soin, une attention, un vrai projet d'accompagnement, autant pour l'aider que pour les dents. Parce que le répit, si on prend, on offre à une personne 4 heures, ou 8 heures, ou même 3 jours, mais qu'on n'a rien modifié dans l'organisation du domicile, et bien globalement, le symptôme, par exemple, on peut intervenir avant l'épuisement des aidants. On s'aperçoit bien que si on n'a pas pensé l'organisation du domicile en amont, globalement, ce pourquoi la personne aidante a besoin de répit, ça va se renouveler. Et pour dire quelque chose sur les accompagnements, parler des bénévoles d'accompagnement, par exemple, anciennement ASP, maintenant être là pendant très longtemps, ils ont eu des bénévoles formés qui travaillaient au domicile. On
a plus de 10 ans, c'est pas bien. Oui. On va pas sur le 80, ça, hein, c'est les betteraves, il y a personne, voilà. Mais voilà, pour dire que les bénévoles d'accompagnement, effectivement, au domicile, sont amenés à faire ce qu'ils ne font pas quand ils travaillent sur des listes ou des USP. Et donc, il y a un certain nombre de formations en termes d'ETP pour les aidants, mais qui devraient aussi intéresser ces fameuses personnes qui font du relayage. Voilà. Parce qu'on ne peut pas attendre l'HAD si quelqu'un... Ah non, il faut un minimum de formation, absolument. Ce qui veut dire qu'en matière médico-légale, ça a d'autres responsabilités. C'était un peu ça que vous vouliez dire. Par rapport aux bénévoles. C'est ça, un peu. Un grand merci à tous.